à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle interview et cette fois nous sommes en compagnie d'une personne assez influente de l'e-sport mais qui a plusieurs cordes à son arc et c'est Brizix qui va répondre à quelques-unes de nos questions. Bonjour à toi Brizix. Salut, bienvenue. Comment vas-tu? Bah très bien, écoute, en forme. En forme, en plus on a le beau temps en Bretagne, on va en profiter. Donc du coup voilà, on va te poser quelques questions. Allez, petite présentation assez rapide, prénom, âge, pseudo, que fais-tu dans l'e-sport et surtout sur quel jeu et quelle plateforme travailles-tu? Alors, je m'appelle Quentin Bonneau, donc Brézix pour le pseudonyme. Donc je vis en Bretagne, hein, comme tu l'as signalé. J'évolue sur donc le jeu Call of Duty depuis maintenant 5 ans en tant que joueur, coach et caster. J'ai débuté donc vraiment tout en bas par le joueur lambda de base, en mode zombie. Même à l'époque je jouais même pas en multijoueur, pour te dire. Mes premiers multijoueurs ça date de un tout petit peu sur BO3, tu vois. Donc non, pas sur BO3, je dis une connerie, sur AW. Donc j'ai commencé sur AW à titiller un peu le monde du multijoueur et puis après bien évidemment sur BO3 beaucoup plus. Et ça c'est pour la petite présentation rapide, quoi. Est-ce que tu étais sur Xbox One justement, sur AW? Ouais, comme tout le monde. sur Xbox One et je t'avoue que le changement, pour donner un avis rapide, m'avait un petit peu fait mal à l'époque parce que j'aimais bien la manette Xbox. Donc Ah, c'est vrai que la manette est sympa et après pour s'habituer à la réhabituer pour certains qui ont joué sur PS3, parce qu'en général la plupart des gens étaient sur PS3 parce que c'était pas payant on va dire le live quand on a décalé sur Xbox déjà et après retourner sur PS4 c'était assez compliqué hein. J'avoue que c'était pas évident. Alors j'ai même pas connu l'époque PS3 mais déjà rien que le passage Xbox PS4 c'était pas évident. Donc voilà, bon, petite anecdote en tout cas sur le changement de console. Avec qui travailles-tu à l'heure actuelle et surtout que fais-tu dans l'e-sport? Alors, donc en ce moment, je travaille pour AAA. Alors, travailler, c'est un grand mot, bien évidemment, parce que j'ai pas de rémunération fixe de la part de la structure. À côté de ça, je travaille aussi donc avec l'équipe CWL, donc mondiale, surtout française, bien évidemment. Donc là, il y a une histoire de rémunération, bien évidemment, quand on caste des gros événements. Et le rôle que j'ai, le premier rôle que j'ai, je dirais le plus important, celui qui me prend le plus de temps, c'est celui de coach, donc pour cette équipe AA qui va disputer la CWL Anaheim demain. Ça commence ce soir même. Et puis donc ce deuxième rôle que j'affectionne particulièrement, c'est celui de caster. Caster parce que tout simplement quand j'étais plus jeune, j'avais envie d'être commentateur de foot. Donc quand on peut pas percer dans un milieu, bah, on essaye de percer dans un autre. Donc voilà, j'ai choisi d'être caster parce que ça me plaisait de retransmettre aux gens cette passion que certains ne comprennent pas tout le temps, donc expliquer tout ça. Et puis il y a ce côté, moi quand j'étais petit, bon, j'avais pas tout le temps le droit de regarder les matchs de foot à la télé, du coup je les écoutais beaucoup à la radio. Et les vrais casteurs, enfin les vrais commentateurs à la base, c'est surtout de là que ça vient, réussir à transmettre l'émotion juste par le son de la voix. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie vraiment et j'espère et je pense le retransmettre assez bien. Ah, c'est vrai que quand tu vois des casters ou que tu entends des casters sauter dans tous les sens parce que voilà, il y a une magnifique action, c'est vraiment déjà que nous en tant que spectateurs de base, on apprécie ça, mais en tant que caster, c'est vraiment encore mieux de faire ressentir ça à travers un écran. Je voulais te poser une petite question. Est-ce que l'apport de coach t'apporte énormément justement dans le cast, parce que tu as plus un avis peut-être analyste, plus dans les stratégies d'équipe que peuvent adopter justement pour break un point, et est-ce que vraiment ça t'apporte énormément de choses cet esprit de coach dans le cast? Alors, disons que d'un point de vue personnel, j'ai une assez bonne vision de jeu ou une vision dans le monde du travail, dans tout ce que je fais. Je vois assez bien les bonnes choses, donc ça m'apporte forcément dans le sens hyper tactique des points assez précis parce que forcément je les ai bossés avec mon équipe et puis je vois des situations que nous on essaye de mettre en place ou même je prends des situations que je vois mettre en place pour les apporter au monde du coaching. Mais c'est vrai que je pense être un bon analyste, mais je préfère moi le côté caster, tu vois, ou dans l'euphorie, un petit peu dans la mise en émotion que le côté analyste. Mais bon, pour le coup, le côté coach me donne la double corde à mon arc, quoi, comme tu dis. Ouais, c'est vrai que c'est sympa quand même d'avoir les deux, parce que par exemple moi je suis niveau analyse, voilà, je suis un peu limité on va dire, je suis plus dans l'euphorie, dans le mec un peu taré, et toi vraiment, si comme t'arrives à faire les deux, c'est vraiment toujours important d'avoir cette double corde.
est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts e-sport? Tes débuts e-sport, c'était où? Déjà en tant que coach, mais aussi en tant que caster, comme tu as la double travail, on va dire, dans l'e-sport. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts dans ces deux choses? Alors, ma première apparition dans le monde de l'e-sport, ça date vraiment. C'était justement sur AW, où avec ma team de copains, parce que c'était vraiment juste mes potes, alors pas forcément des potes IRL, hein, mais des mecs rencontrés notamment dans le monde du zombie, ou des mecs rencontrés carrément sur le live, hein, en direct. À l'époque, il y avait le live chat, donc tu sais, t'étais là, ouais, vous êtes français et tout, donc c'est vrai que ça faisait des bonnes rencontres. Et donc ma toute première expérience, c'était un show match où à l'époque l'équipe de Millennium, donc qui était composée de Carnage, Gotha, Melo et Carnage. Oh bah attends, j'ai tout dit Carnage. Carbone, ouais, voilà, Carbone le dernier. Donc cette équipe-là cherchait un scrim en live sur Millennium, et puis moi, arrogant, je me dis allez, vas-y, je vais mettre moi et tout. Et puis du coup, on s'est retrouvé à jouer contre cette équipe de monstres, et on s'est fait laver, hein, clairement. C'était rigolo, et c'est la première fois donc que j'ai un petit peu que je suis un petit peu rentré dans ce monde de l'e-sport, et ça m'a plu, ça m'a fait kiffer d'apparaître sur le live, de voir mon nom dans le chat, tout ça. Donc c'était assez marrant. Et puis ensuite. Moi de mon côté je streamais un peu, donc je streamais surtout énormément de zombies, et c'est vrai qu'on avait fait des performances plutôt correctes à l'époque avec mon duo, donc Monsieur The Tourist, qui est un très bon joueur zombie. Et puis donc un jour, à tout hasard, sur un de mes streams, à l'époque je fonctionnais un petit peu par coup d'éclat, tu vois, dès qu'il y avait une bêta ou un jeu très intéressant, comme je bénéficiais déjà des 1000 mégas chez moi, et j'avais le jeu souvent dans les premiers en France, du coup je lançais tout de suite, et des jeux comme Rainbow Six, comme les démos, les bêta Call of, j'étais souvent les premiers à stream, et du coup je suis monté des fois à 1500, 2000 viewers, alors que j'étais plus ou moins personne, mais les gens avaient juste envie de voir du contenu, et donc c'est ce qui a fait que donc ce même Carnage, qui gérait à l'époque la Millennium TV, est venu me voir et m'a dit écoute, salut, j'apprécie le travail que tu fais, je suis passé souvent sur tes streams, et donc comme on a un projet de remonter une équipe pour la Millennium TV Code, est-ce que ça t'intéresserait? Donc à l'époque il y avait deux nouvelles recrues, c'était moi et Winner2, et donc on a tous les deux accepté ce challenge, on va dire, de stream sur la Millennium TV. Alors moi j'avais plus les horaires tardifs, parce que bon, c'était mon rythme de vie à l'époque. Et du coup, j'ai accepté tout de suite, et ça m'a permis de stream devant une moyenne de 400-500 personnes à chaque fois. Donc c'était beaucoup de stress en effet au début, mais je me suis assez vite relâché. Et, voilà, plus dans l'humour que dans le talent, parce que bon, je suis pas un très grand joueur de multi, mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à tâter beaucoup de multi aussi. Un peu moins le zombie, c'est vrai, sauf dans les horaires vraiment tardifs où j'avais un petit peu ma fanbase qui me suivait d'une cinquantaine, 100 personnes. Donc ça a apporté ça aussi à la Millennium TV. Puis au fur et à mesure que tout se passait bien, il y a des créneaux qui se sont libérés dans la journée notamment. Et je me suis mis à stream du multijoueur, mais plus dans le côté divertissant, avec des challenges un petit peu, ou des modes de jeu un peu vraiment complètement différents de ce qui se fait, quoi, avec le mode cache-cache que j'avais lancé, les braises olympiques, enfin bref, j'avais lancé plein de délires comme ça. Et ça marchait bien, donc ouais, ça marchait bien à l'époque, c'était cool. Et voilà, ça c'est pour mes débuts de streamer. Pour le cast, c'était un petit peu différent, même si c'est lié. En gros, je regardais beaucoup la compétition, puisque je m'intéressais énormément au multi, et à vrai dire, je voyais que les casters donc, français de l'époque, qui étaient Lohan, Zankyo, Carnage, Jonas, BRK aussi, toute cette équipe-là, castaient la CWL League européenne, et puis faisait un petit peu de l'américaine, mais s'arrêtait souvent vers 2-3 heures, ce que je peux comprendre, vu que voilà, il venait déjà d'enchaîner 6-7 heures de cast. Et donc j'avais fait une demande à Jordi en lui disant écoute, si ça te dit, comme moi je récupère les streams après, au milieu de stream du zombie, je peux caster la C2L. Et puis dans un premier temps, donc Jordi m'avait dit que c'était un peu risqué, que la prod devait être vraiment propre, ce que je comprends d'ailleurs, parce que la C2LFR attendait un bon niveau de production. Donc j'ai un petit peu investi, j'ai acheté plus ou moins un fond vert, mais je vais pas te mentir, hein, c'était une bâche verte, ça marchait très bien comme ça, il n'y avait pas de défaut. Donc, et puis un jour, je pense qu'ils ont eu un souci de caster ou un truc comme ça, il m'a dit écoute, feu vert pour ce soir, je t'envoie les assets et tu castes la CWL BO3 NA. Donc c'était à peu près au milieu de saison, je dirais. Et donc là, ça a été mon premier cast en solo pendant 5 heures sur du BO3, et c'était assez cool. Il y avait
il y avait du monde. Je vais pas dire qu'il y avait plus de 1500 personnes, mais il y avait une bonne moyenne de 800 000 personnes à peu près, jusqu'à des heures assez tardives. Donc c'était hyper cool. Et puis j'étais plus ou moins toujours en phase de test, tu vois. Et un jour, il y a eu un phase optique à 6h du matin et j'ai fait 2300 viewers, je crois. Donc pour un stream FR à 6h du matin, c'était un très gros résultat déjà. Et là, Jordi m'a dit, bon, ok, écoute, c'est bon, vas-y, c'est validé. C'est pour toi maintenant, la CWLNA. Du coup, voilà, l'expérience de cast a débuté à partir de là. Et comment tu te Et sentais pour le justement? coaching, c'est vrai, j'avais pas fini. Pour le coaching, ça a démarré sur IW. Sur IW, donc étant chez Millennium, je côtoyais tous les joueurs vis-à-vis de la télé. Et c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu spécial parce que bon, c'est des gens d'un autre monde quand tu débarques toi, donc t'oses pas trop leur parler, tu vois. Et finalement, j'avais eu un très bon accueil à l'époque de Pastèque, qui est un super gars, et de Lohan aussi. Et puis au fur et à mesure, grâce à eux, j'ai commencé à côtoyer Zik. Et Zik, depuis ce temps-là, depuis BO3, on se suit. On est devenus des vrais potos et on passe du temps ensemble. Il vient de temps en temps à l'appart. Et du coup, c'est parti de là. Et je suis plus passé coach. Alors, au début, peut-être personnel, juste sur lui, et puis après, sur son équipe forcément. Mais c'est surtout grâce à lui que j'ai commencé le coaching. Ouais. Et comment tu te sentais justement pour revenir au cast? Parce que je sais que c'est des fois un peu stressant. Comment tu te sentais la première fois que tu as casté ce genre d'événement? Parce qu'on t'a dit quand même CWLNA. Donc, laisse tomber. Ça fait un peu froid dans le dos. Donc, comment tu te sentais toi? Alors, je t'avoue que je me suis un petit peu entraîné avant. Hein. Chez moi, je lançais des matchs, je m'enflammais tout seul, histoire histoire d'être dans le rythme. Mais après, comme j'avais un petit peu ces délires étant petit de caster des matchs de foot tout seul devant ma télé en coupant le son, bon, j'avais un petit peu déjà la rythmique. Après, ce qui m'a un peu gêné au début, ce qui me faisait stresser, c'était forcément les pseudo-américains, quand tu dois dire des accuracies, des blazes assez des nagafen, tu vois, t'as envie de le prononcer à la française, et du coup, ça peut donner forcément des moqueries sur un chat, et il y en a eu sûrement certaines, mais voilà, je me suis assez concentré, et finalement, j'ai eu beaucoup de bons retours, et je pense que c'est surtout, les gens étaient contents de voir toute la CWNA, et c'est ça qui a aussi fait que ça a épais un peu le truc autour de moi. Je pense qu'au début, j'ai fait pas mal d'erreurs dans mon casque, mais voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on grandit, donc... Je suis entièrement d'accord avec toi, hein, parce que si tu fais pas d'erreur, tu progresseras pas. Si tu fais que des choses de bien, tout le monde va te dire ah c'est bien, nickel et tout. Et le jour où tu vas te faire une erreur, tu vas te faire lyncher dans tous les Exactement. sens. Donc vaut mieux faire des conneries au début et après progresser. T'as raison. C'est quoi tes plus belles rencontres dans l'e-sport, en tout cas qui t'ont fait avancer et justement progresser dans ta vie e-sportive, mais aussi vraiment dans ta vie personnelle chez toi? Alors, on va commencer par ma vie sportive. Mes plus belles rencontres, je mettrais Zik en premier, forcément. C'est le frérot, c'est celui que j'ai suivi. Après, je t'avoue qu'un mec comme Lohan, au début, m'a agréablement surpris par un bon accueil chaleureux. Donc ça fait forcément plaisir quand t'as quelqu'un qui est aussi important dans cet univers qui t'accueille bien, forcément, ça fait plaisir. Ensuite, Skyper aussi, je pense à lui parce que c'est lui qui gérait un petit peu cette équipe dans l'ombre chez Millennium et c'est grâce à lui aussi que j'ai eu l'opportunité de faire mon premier gros cast à l'ESWC Paris. Donc forcément, je pense à lui. Et puis après, dans la vie IRL, je rajouterais Maxi parce que très bon pote, très bon délire. On a eu pas mal de confidences vu qu'on est à peu près dans les mêmes âges. Et là, plus récemment, je mettrais Camille parce que en plus d'être mon joueur, c'est devenu un de mes colocs, mon coloc même maintenant. Donc voilà, gros big up à lui. Même si en ce moment il cherche une team, voilà, c'est plus devenu un pote que un mec que tu regardes à la télé, quoi. Ouais, c'est vrai que certaines personnes, en tout cas, tu les rencontres sur la console, mais ça devient plus que des amis de console et des amis Ouais. personnels dans ta vie IRL. Et déjà, c'est vraiment très important. On voit que ça ressoude un peu les personnes, car on dit vraiment l'e-sport, voilà, on est derrière notre PC, notre console, ça sépare, on va dire, ça éloigne les gens, mais ça rapproche aussi certaines personnes qui ne seraient peut-être jamais connues sans cette console. Ouais, bien Euh, sûr. Ouais. Tes meilleurs moments, justement, dans l'e-sport. Tes meilleurs moments, on en a tous eu. Les moments où tu as été vraiment agréablement surpris ou même tu as été délirant avec des amis justement sur la scène. C'est quel moment? Cite-nous en quelques-uns. Il y en a eu beaucoup. Déjà, si c'est pour partir du tout début, tous mes bons moments, et je veux dire, j'ai quoi? J'ai 25 ans, donc mes 7 années sur la console, je les ai partagées avec un mec au cours de ces 7 ans. Il n'est pas connu dans le monde de l'e-sport, mais c'est Monsieur Tourisme. Mais tout ce que j'ai fait avec lui, je l'ai traversé avec lui, et il a 29 ans, et ça a été, je vais pas dire comme un daron pour moi, mais
il m'a toujours encouragé. C'était peut-être le seul qui m'encourageait quand certains me disaient non, t'es personne, tu perceras pas, tu vois. Donc, lui, je tiens à le citer parce que c'est vraiment, même aujourd'hui, à l'heure actuelle, un bon pote dans la vie réelle. Mais après, si c'est pour parler que des personnes qui sont connues sur la scène e-sport, forcément, ma première belle rencontre, je vais dire Zankyo, parce qu'à l'ESWC, IW, j'ai passé des bons moments avec lui, il était cool et c'était forcément chouette. En plus de ça, c'était un event hyper cool. C'était mon premier event où j'ai cast sur place, quoi, tout simplement, et pas de chez moi. Et à vrai dire, enfin, tu vois, ça change le monde. T'es là, t'as un studio, t'as une régie, t'as les joueurs qui jouent à 15 mètres de toi, t'es logé dans un hôtel. C'est même plus un hôtel, le truc, c'est un palace. Non, mais c'est vrai, c'est démesuré un peu, tu vois. Et donc, je suis arrivé dans ce monde-là, et ouais, forcément, ça, c'est un hyper beau souvenir. Après, il y en a plein. Il y a plein de bons souvenirs, des bons délires en stream. J'en ai eu plein. Je pourrais pas en citer un, tu vois, mais si je devais garder plus récemment une bonne période, c'est à l'époque où mes joueurs sont venus vivre chez moi. Ça a duré un peu plus d'un mois et ça a été un mois hyper cool. Et moi, j'ai passé des méga bons moments avec eux. Je suis très satisfait de leur passage chez moi, de cette GH à domicile, on va dire. Et pour le coup, ouais, ça, c'était vraiment des bons moments. Ah, tu m'étonnes parce que je crois que je m'en souviens, c'était sur le stream de BRK. Si je dis pas de bêtises, ça s'envoyait des petits messages genre passe-moi les saucisses, des trucs comme ça. On était écroulés. C'était vraiment sympa. Et en tout cas, vous deviez bien vous amuser. Allez, si tu devais nous parler un peu du travail de coach, est-ce que le travail de coach passe par le revisionnage des vidéos de tes joueurs? Parce que tu vois ce qu'on disait, si on commet des erreurs, vaut mieux les commettre tout de suite et après les réparer, comme ça on peut corriger tout de suite ça. Est-ce que les vidéos ont vraiment une réelle importance pour toi en tant que travailleur coach, un travailleur on va dire extérieur à la game que peuvent proposer tes coéquipiers qui jouent? Alors, pour être tout à fait franc, les seules vidéos que je revisionne, c'est les POV de mes joueurs. Parce que, donc pour expliquer un petit peu la chose, j'établis un système de statistiques dans laquelle, pour l'instant, je me concentre surtout sur un joueur. Et donc, en la personne de Zig, parce que c'est compliqué de le faire pour 4, j'ai pas 20 heures par jour de dispo. Donc, se concentrer sur ça, POV, regarder ses rediffusions, regarder même moi les games que j'enregistre quand je suis dans l'accueil avec eux. Et puis établir tous ces points de duel, tous ces points de mort, toutes ces zones de confort, toutes ces zones où il est en difficulté, les endroits où il devrait changer d'être glitch, tout ça. Donc ça, c'est un gros travail sur un joueur individuel. À vrai dire, tu vois, ce qui serait top, mais l'e-sport ne le permet pas, c'est d'avoir 4 coachs, tu vois, un coach par personne. Et c'est très compliqué de mettre en place des choses pour l'équipe. Alors, je le fais sur l'équipe en général, mais c'est vrai que c'est très... Enfin, c'est assez anodin, je veux dire, les joueurs, ils connaissent parfaitement le jeu, ils savent jouer. Et au-delà de ça, en plus de ça, là, c'est un petit peu un pic que je vais faire, mais c'est pas du tout méchant. C'est que la plupart du temps, pour un coach, même s'il y en a très peu en France, certains qui l'ont fait me comprendront, coacher des gamins qui ont entre 18 et 20 ans et qui sont pleins d'arrogance parce qu'ils ont envie de réussir, hein, tout simplement, on va pas leur reprocher ça, c'est très compliqué. Tu t'affrontes souvent à... Enfin, même une petite réflexion sur un non, fais pas ça, ça peut être mal pris, ça peut être... Donc, je suis jamais dans la négativité déjà. Je suis toujours dans le, écoute, essaye ça la prochaine fois où tu devrais faire ça. Déjà, faut pas du tout être négatif, faut plutôt orienter les joueurs vers ce que toi t'as envie. Et au-delà de ça, je suis plus dans un rôle où, enfin, avant sur IW et sur BO3, vu que j'ai passé beaucoup plus de temps avec, enfin surtout sur IW et ouais, IW, j'ai passé beaucoup de temps avec l'équipe que j'avais et j'étais beaucoup plus dans un rôle où je validais ce qu'ils proposaient. Donc je leur disais ouais, ça c'est cool, ça c'est bien. Et quand ça me plaisait pas trop, je leur disais voilà, ça je suis un peu mitigé. Mais je me rapprochais toujours des avis des joueurs, non pas dans le sens où entre guillemets t'es là à faire le tueur, tu vois, c'est pas du tout ça. C'est juste vraiment que faut valider leur choix positif et il faut essayer de leur faire comprendre leur choix négatif. Mais ça c'est devenu tout un art, hein. Franchement c'est beaucoup plus de la psychologie que du coaching vraiment parce que tu vois, j'ai eu des joueurs, alors je vais pas dire compliqués à gérer, mais si je peux dire compliqué à gérer, mais j'ai eu un joueur par exemple comme, c'est lui qui me vient en première idée, mais comme Ronan, donc Carbone à gérer. Et lui, c'est vrai qu'il est beaucoup plus dans le suivi individuel. Bah écoute, réveille-moi à 13h, sinon je serai jamais là avant 20h, tu vois. Non, mais ça paraît anodin, mais je jure que Ronan, j'ai dû l'appeler peut-être 5000 fois en 6 mois de coaching. Donc, c'est vrai que ça peut être pesant pour certains qui se disent bah non, moi je vais faire du tactique, mais en fait le rôle d'un coach c'est vraiment pas
c'est 30% tactique et 70% le reste, où tu es là à suivre les joueurs, suivre leur vie extérieure aussi, c'est important parce qu'ils ont besoin. En fait, c'est pas marrant, je pense, de parler de ses problèmes à des mecs qui ont ton âge, tu vois. Je pense que c'est plus intéressant de parler de ses problèmes à un mec qui a un peu plus d'expérience dans la vie, qui va pouvoir te conseiller, qui en plus de ça tape tes délires avec toi. Donc c'est vrai que des problèmes individuels sur des joueurs, j'en ai entendu beaucoup, des problèmes dans leur vie de tous les jours, et je veux pas dire que je les résolvais tout le temps, c'est impossible, mais j'ai su en orienter certains dans le bon chemin, et je pense que certains m'ont pas forcément écouté, et du coup ont peut-être des regrets sur certaines décisions qu'ils ont prises dans leur vie perso. Mais en tout cas, ouais, c'est pour le rôle de coach, tout ce qui est tactique, tout ça, comme je l'ai déjà dit dans d'autres interviews, c'est 90% des joueurs qui mettent en place leur stratégie, leur tactique même. Il y a des joueurs vraiment bosseurs, hein. Et là, je pense à Brésil parce que j'ai eu l'occasion de bosser avec lui tout récemment. C'est quelqu'un qui re-regarde ses POV, qui re-regarde ses games, qui regarde d'autres games, qui regarde d'autres joueurs et qui bosse individuellement. C'est pas le cas de tous les joueurs. Mais ouais, féliciter ces joueurs-là quand ils le font, ouais, c'est bien. Le faire à leur place, c'est beaucoup trop de temps pour ce qu'on doit apporter en général. Donc en gros, tu raccroches un peu à un autre interview que j'ai eu, c'était à Manil, que tu connais bien aussi, Ouais. qui est un autre coach de la scène. Peut-être qui travaille beaucoup plus avec des amateurs, des jeunes joueurs. Toi, tu travailles plus sur une scène un peu plus professionnelle, comme tu nous disais quelques noms. Ouais, voilà. Donc voilà. Avec des guillemets, professionnels. Ouais, voilà. Après, c'est des joueurs qui vont en CWL à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est pour ça que je dis professionnel. Ouais, Après, non, je comprends, c'est par rapport à ça. Mais au final, tu dis qu'il y a beaucoup un aspect extérieur à apporter, pas forcément que gaming, que vraiment rester sur un esprit pour que le joueur soit à l'aise in-game, il faut qu'il se sente bien aussi chez lui, avec sa famille, avec son entourage, et surtout c'est vraiment très important dans le gaming, quand t'arrives t'es pas stressé, tu viens jouer, c'est un plaisir, et il faut que ça le reste, et c'est vraiment très important ce que tu nous disais mon cher ami Brizix. Il y avait deux, trois petites choses aussi qui me venaient en tête. Tu me disais que l'année dernière, tu étais plus dans l'approbation d'une stratégie proposée par les joueurs. Ouais. Donc peut-être, après c'est pas péjoratif ou autre, peut-être que tu manquais peut-être un peu d'expérience, que maintenant tu as pu acquérir justement en proposant ça la saison dernière. Comme ça maintenant tu es peut-être plus dans ta stratégie personnelle, ce que tu as appris toi personnellement après, comme ça pour pouvoir évoluer en termes de coach. C'est surtout que j'avais d'autres joueurs en fait. En fait, tu dois adapter ton coaching. Enfin, je parle de mon expérience personnelle, mais moi j'ai adapté mon coaching aux joueurs que j'avais. L'année dernière, j'avais un Zik à la baguette qui avait énormément d'idées. Il implosait sur la scène et du coup, valider ses idées, c'était le bon chemin à parcourir. Quand il avait des bonnes idées, j'ai pas tout le temps validé ses idées. Mais tu vois, là, à l'heure actuelle, j'ai dans mon équipe, on va dire, 3 cerveaux et donc ça sert à rien que je mette le mien en plus, tu vois. Parce qu'il y a déjà beaucoup trop d'idées en fait. Et quand tu as des joueurs comme Zik, Riska et Breezy qui sont capables de donner beaucoup d'idées, même si Zi en donne aussi, hein, je le mets pas en dessous, mais tu as plus ou moins 3 gros cerveaux et un bon cerveau aussi qui donne des idées, ça fait déjà beaucoup. Donc je suis plus dans le rôle du tri que dans le rôle dans le rôle de proposer des idées. Mais après, c'est sûr qu'un coach qui a des joueurs, et d'ailleurs ce serait une très bonne expérience si un jour ça m'arrive, un coach qui a 4 joueurs qui n'ont pas forcément énormément d'idées, mais qui ont par exemple des gunfights très intéressants et qui sont hyper à l'écoute, je sais pas si ça se dit, mais je veux dire comme ça, qui sont très à l'écoute. C'est sûr que là c'est intéressant et c'est là que tu donnes ton point tactique. Et je pense qu'avec des jeunes, on peut sûrement plus retrouver ça. Des jeunes qui ont 15-16 ans, qui connaissent pas forcément tous les points de vue tactiques, tous les systèmes de jeu. Je pense que là, ouais, c'est intéressant de donner ce petit rôle très poussé sur le côté tactique. Mais tu vois, c'est un peu comme avec le foot. Enfin, je veux dire, tu vas pas apprendre à Messi à faire un appel dans la profondeur, mais tu vas lui dire, ouais, cet appel-là, il était bon, celui-là, il était moins bon, tu vois. Alors qu'un joueur, je sais pas, je vais prendre un joueur beaucoup plus jeune, à Mbappé, ouais, là, tu peux lui dire, écoute, fais tes appels comme ça ou comme ça, tu vois, même si évidemment, il n'y a rien à voir avec Mbappé, mais c'est pour donner une image, quoi. Ouais, de jeunes joueurs être plus vieux. C'est ça. Je voulais te demander aussi, parce que tu me parlais de ta composition d'équipe, donc t'as Zik, qui est un joueur un peu plus avec de l'expérience, Easy également, qui a énormément d'expérience, et tu as 2 jeunes joueurs qui explosent totalement sur cette saison, même si on les connaît sur la scène Challenger du côté de la CFCO tout particulièrement, c'est Riska et Bressi. Donc, pourquoi 2 jeunes joueurs
avec deux plus âgés, parce que on le voit aussi du côté de chez Bella, comme tu le disais avec Maxi qui a énormément d'expérience, qui encadre vraiment des jeunes joueurs et qui leur permet vraiment d'avoir un maximum de les mettre au maximum de leur capacité et de les mettre en confiance. Est-ce que tu penses personnellement que l'apport de ces joueurs avec plus d'expérience, je dirais des vieux joueurs, on va dire, c'est un peu comme ça, Ouais. peut apporter énormément à cette nouvelle jeunesse sur Call of Duty et justement les pousser au plus haut niveau? Alors, ça va marcher sur certains joueurs. Par exemple, je vais garder l'exemple de Brésil. C'est un joueur qui a besoin, je pense, d'être encadré et surtout cadenassé dans le bon chemin, quoi, parce qu'il a beaucoup d'énergie à revendre et des fois, il s'éparpille un petit peu trop dans ses choix in-game et même hors game, hein. Et à vrai dire, pour le coup, je vais pas parler de Briska parce que c'est un petit peu un cas un peu plus rare dans le sens où je trouve qu'il se canasse très bien dans le jeu, il a une très bonne vision de jeu. Après, lui, c'est plus dans la vie extérieure, tu vois, qu'il faut le cadenasser, gérer ses tempéraments, gérer ses sauts d'humeur, tout simplement, parce que les joueurs Call of Duty de base sont très actifs, lui, il est encore un peu plus. Donc, c'est vrai que c'est un joueur qu'il faut réussir à garder dans le bon chemin, et il faut faire avec, et ça passe des fois par des clashs, ça passe des fois par des moments de silence aussi, il faut savoir se taire, hein, même si c'est pas forcément marrant de voir un gamin de 20 ans de faire des réflexions, mais il y a des fois, avec la maturité, il faut laisser couler et se dire que bah, écoute, il reviendra dans 5 jours en gardant une autre hype. Et voilà. Non, mais c'est vrai, ça arrive. Et C'est vrai. j'ai je veux dire, aucune tristesse, aucun regret sur les différents petits clashs que j'ai eu avec mes joueurs, dans le sens où ils sont toujours revenus dans le droit chemin. Et je me dis que c'est important aussi des fois de, tu vois, montrer son avis négatif ou dire non, écoute, là, fallait pas faire ça, même sur le plan de leur vie personnelle, hein. Hmm. Et du coup, après, bah, ils écoutent et ça, je pense que ça leur servira pour plus tard. C'est vrai que énormément calmer, parce que comme tu Ouais, disais, beaucoup de joueurs sur Call of Duty sont hyper actifs, ils sont dans ouais, tous les sens, à droite, à gauche, ils font tout, ils sont multitâches, les joueurs code exactement. maintenant. Euh, Est-ce que tu as quelques projets pour l'avenir? En termes de coaching, mes projets à courte ou moyenne durée, ça va être bah, de rester avec cette équipe, forcément. Après, pour l'instant, je suis vraiment cadenassé à ce rôle de coach et malheureusement, l'e-sport Call of Duty français fait que, tu vois, pour l'instant, j'ai pas fait d'event avec eux cette année, dans le sens où c'est soit les joueurs qui partent, ou soit les joueurs et le manager général, donc c'est Banou. Donc c'est pas un regret, mais voilà, j'aurais aimé être sur place de temps en temps. Après, je me dis que bah, des fois, ça sert à rien parce que pour l'instant, les règles font que les coachs n'ont pas le droit d'être derrière leurs joueurs. Donc ça, c'est un peu un système que je trouve aussi dommage en CWL. L'apport d'un cinquième homme près d'eux peut être intéressant. Et donc mes projets sur le long terme, c'est de rester coach et bien évidemment de garder, pourquoi pas, et de créer la meilleure équipe française pour redorer un petit peu l'image française à la scène mondiale, même si je pense que là, en ce moment, on est sur les bons chemins. Après, en tant que caster, bah, bien évidemment que mes projets à court terme, c'est pourquoi pas aller au Coach Champ. S'il y a une équipe française qui va au Coach Champ, pourquoi pas faire partie de cette équipe de caster, bien sûr. Et sur le long terme, continuer à rester exclusivement sur code. Je veux pas, même si je respecte hein, tout à fait ce que font d'autres casters comme Rivenzi, comme Pyro, d'aller cast, tu vois, un petit peu d'autres jeux, même Teams qui cast du FIFA. Moi, je veux vraiment rester sur mon jeu. À vrai dire, j'ai pas autant de notions tactiques et techniques sur les autres jeux, donc je veux pas aller voir ailleurs. J'ai commencé sur code, je terminerai sur code. Et si code s'éteint, bah, je m'éteindrai avec. Donc voilà. Euh, je vais te demander aussi. Moi, l'année dernière, je me souviens d'une petite chose. C'était l'année dernière, c'était la saison IW, c'était très tard dans la nuit. C'était, je crois, vers 22h30. Je faisais des petits show matchs. Et je m'en souviens, j'avais posté bah, si quelqu'un voulait faire un petit show match tranquille. Et du coup, toi et ton équipe, vous m'aviez répondu vas-y, c'est parti, on va faire un petit C'est vrai. show match. Si t'en souviens, t'étais avec C'est Trozen, vrai, si je dis pas de bêtises. je me rappelle de ça. Ouais. Et du coup, là, j'ai vu Brizix. Oh, je fais, non, c'est pas le streamer zombie et tout. Et sérieusement, ça m'avait tilté. Et sérieusement, de voir ton évolution quand tu jouais l'année dernière. Bon, t'étais pas, voilà, je vais pas te mentir, t'avais une grosse connexion. Mais t'étais pas non plus le meilleur joueur du monde. Mais en tout cas, on sentait que t'avais envie. Et te voir après continuer, on te voyait après à la CW Winter avec Zankyo et tout. De te voir évoluer tout du long de ces saisons. Donc sur IW, vraiment, où je t'ai vu vraiment
énormément évolué et passé coach, maintenant tu te retrouves chez AA. Sérieusement, j'ai juste envie de te tirer mon chapeau parce que t'es vraiment parti de très loin. T'es vraiment parti de très très loin entre streamer zombie. Ouais, vraiment, vraiment. Donc Je pense que- déjà pour ça, je voulais te tirer vraiment mon chapeau. C'est Et gentil. je voulais te demander aussi, est-ce que pour toi, Code, comme tu nous dis, bah, si Code s'éteint, moi aussi je vais m'éteindre, est-ce que Code pour toi a réellement un avenir encore à l'heure actuelle? C'est la question que se pose tout le monde, hein. Non, mais c'est compliqué dans le sens où ils ont sorti un prochain jeu qui est un petit peu. Je vais pas dire la dernière chance, j'aime pas cette expression parce que ça fait 3 ans qu'on l'utilise et ça fait 3 ans que le jeu continue à marcher. Alors, enfin, moi je dis que le jeu continue à marcher parce que le jeu marche. Je veux dire, il y a les spectateurs. Bon, ok, il y a peut-être un petit peu moins de spectateurs qu'avant, mais ça fait toujours des specs. Il y a toujours une grosse équipe chez Activision autour de ça. Ils se permettent en plus de mettre de plus en plus de casters, donc je me dis qu'il y a forcément plus de moyens. Non, je pense que le jeu n'est pas un dead game comme certains disent, je pense juste que le jeu a besoin d'un petit coup de fouet. Et le prochain jeu avec cet apport notamment de la Battle Royale, qui je l'espère ne sera pas une catastrophe, et le retour du mode zombie que les joueurs de zombies apprécient, ça peut forcément que faire du bien. Après, pour le coup, bien évidemment que le système compétitif va être très important, parce que si la compète c'est pourri, bah, les joueurs compétitifs vont se désintéresser du jeu, donc il y aura plus de spectateurs, donc le jeu va mourir. Mais avant ça, je pense que c'est surtout, ouais, juste, alors peut-être pas le système complet de la compétition, mais le système au quotidien. Je vais parler un petit peu des PP rapidement. C'est vrai que c'est usant de faire 5 matchs PP par jour quand tu as envie d'aller scrim, quand tu as envie aussi de profiter du beau temps, tu vois. Enfin, je veux dire, faire du 13-17 heures sur des PP où tu joues contre, je m'excuse de l'expression, mais contre des Benjam du 38 qui n'ont rien à faire dans le monde compétitif. Salut à Benjamin. C'est pas forcément cool, tu vois. Donc, évidemment qu'Activision doit revoir ça. Après, je pense que l'équipe qui est en place actuellement à la direction du mode compétitif est assez compétente pour mettre ça en place. Donc, j'ai surtout hâte, ouais, de voir le système compétitif. Et à partir du moment où je verrai le système compétitif et qu'on aura du coup pu jouer un petit peu à la bêta, parce que je pense que le système compétitif sera révélé fin août, quelque chose comme ça, donc on aura déjà pu jouer à la bêta. Je pense que là, ouais, je pourrais te donner un avis à 100%. Le jeu va être hype ou le jeu va continuer dans sa, je vais pas dire médiocrité, mais je vais dire dans sa zone normale en fait. Là, pour l'instant, le jeu est dans une zone de confort normale. Et ils vendent des jeux, ils vendent des abonnements, ils vendent des trucs sur leur store là, donc ils n'ont pas besoin, tu vois, de se fatiguer plus pour eux. Après, c'est vrai que le coup de fouet compétitif peut que amener déjà plus de viewers et en plus d'avoir rajouté ce Battle Royale. Si tout est bien amené, moi je t'annonce que les joueurs Battle Royale et les viewers Battle Royale regarderont aussi les CWL. Et ça peut être qu'un bonus et ça peut faire exploser le viewership des CWL. C'est vrai que à l'heure actuelle, il y a beaucoup de problèmes. Bah, on entend beaucoup de personnes parler du GBPP aussi, qui est énormément rébarbatif. Voilà, des fois, tu peux même pas jouer avec ton équipe, sachant que si tu travailles ou t'es à l'école, tu rentres, tu fais 3 à 4 heures de GBPP, je sais pas forcément comment ça fonctionne, voilà, c'est 5 par jour je crois, et tu gagnes 5 points à chaque fois que tu gagnes une game, donc il y a 25 points par jour, sachant que t'as le 2K le dimanche aussi, donc tu peux pas profiter de ta famille en plus, t'es obligé de train continuellement, c'est vrai que c'est compliqué, les annonces aussi qui sont un peu vieillottes, j'ai l'impression du côté des coach champ et tout, tu vois les annonces, on dirait que c'est des annonces qui datent d'il y a 3 ans, ils ont pas vraiment trop évolué, tandis qu'on voit à côté du type Overwatch ou des jeux comme Fortnite qui explosent avec des annonces incroyables, vraiment ils font des trucs de ouf. On nous parle aussi, bah moi j'avais lancé une petite question aussi sur les réseaux sociaux, est-ce que pas mettre comme une sorte de coupe du monde, un peu avec une équipe française, une équipe anglaise, une équipe américaine. Voilà, si on pourrait en rêver, comme Overwatch l'a fait, Rainbow Six il me semble l'a fait, mais cette fois c'était avec les organisations si je dis pas de bêtises. Comme on avait vu la question qui avait fait plus de je sais plus combien de millions de votes avec Vitality et une équipe brésilienne aussi, je dis pas de bêtises. Donc ouais voilà des petits trucs comme ça, peut-être pourquoi pas pour relancer un peu la hype autour de Call of Duty, comme tu disais les Battle Royale. Il y a énormément de Battle Royale qui sont sortis, HZ1, t'as Paladin, t'as PUBG, Fortnite qui est en train de peut-être être un peu mise un peu entre parenthèses pour le moment, c'est en train de... On nous parle peut-être de Ninja qui voudrait retourner sur H1Z1 aussi. Et quelques infos que j'ai entendues. Après, à voir. Forcément, si le plus gros streamer change de jeu, forcément ça va tourner. Après, c'est ça le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, et
c'est pas non plus une critique visée que je vais faire, mais les gens sont un peu trop déçus, tu vois. Si Ninja Voilà. demain stream du Call of Duty, t'auras 200 à 300 000 viewers de plus à regarder le code champ, tu vois. Donc c'est ça le problème, c'est que les gens suivent des personnalités et non pas les jeux qu'ils aiment jouer, comme c'était le cas avant finalement. Et ça, c'est un problème mondial, c'est que, enfin, on va pas partir dans la psychologie. Non, mais à l'heure actuelle, les gens sont plus dans le fait d'idolâtrer une personne que de eux-mêmes profiter de la vie. C'est ça qui est dommage. Bah, je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. Parce que, je sais pas, comme tu le dis, les gens c'est un peu des moutons. Voilà, dès que si par exemple Gotha demain il va faire du code, et ben t'auras plein de personnes sur code. Voilà, je dis Gotha parce que on a cité Ninja, Oui, c'est Gotha, l'exemple français, bien c'est sûr. de Tu as tout meilleurs à fait raison, hein. français. Et si Gotha revient sur BO4, je t'assure que ce sera un des jeux le plus regardés au monde, tu vois. Mais le problème, c'est que moi, je comprends aussi la vie de Gotha. C'est lui, il n'a pas envie d'avoir ce poids sur ses épaules. Mm. Mais d'un autre côté, si c'est pas une question de pas avoir récupéré le flambeau ou tout ça, c'est il y a des jeunes streamers français qui ont envie de se la donner sur code, tu vois. Je pense à mes joueurs forcément, mais il y en a d'autres. Et le problème, c'est que les gens ne suivent pas parce qu'ils ne suivent plus le jeu, ils suivent une personne. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Après c'est dommage, mais bon, on va redorer tout ça, on va mettre de la hype là-dessus avec la nouvelle génération qui est en train d'arriver, des joueurs comme Riska Abressi, et ça va repartir de plus belle Ouais. avec c'est les nouveaux Gotha, hein. En espérant. Est-ce que c'est facile d'évoluer, faire évoluer une communauté autour d'une personne? On parlait de bien sûr Gotha ou même Ninja. Est-ce que c'est facile d'évoluer là-dedans en termes de caster et surtout de se faire un réseau et aussi des connaissances? Alors moi personnellement, j'ai jamais forcé ou tenté de me créer mon réseau. Je dois avoir 1400 et quelques abonnés sur Twitter, pas loin de 1500. Et je pense que dans mes 1500 abonnés, c'est peut-être 1500 personnes actives, mais qui me suivent au quotidien. Pour un tweetos qui a 1500 abonnés, j'ai pas mal de réponses sur mes tweets, j'ai pas mal de visibilité. Et pour le coup, non, je n'ai jamais vraiment forcé là-dedans d'une part parce que ça m'intéresse pas forcément de percer sur la toile, et d'une autre part parce que j'y prête pas forcément attention. Je veux dire, moi, qu'un mec ait 10 000 followers ou 2000, je vais avoir, ça va être la même personne pour moi en face de moi. Donc, j'ai peut-être tort, hein, parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que t'as beaucoup plus d'importance quand on a 100 000 que quand on a 10 000, tu vois, mais moi, je m'en fous. Et à vrai dire, pour créer sa communauté, si je prends l'exemple de mes joueurs, parce que pour certains, je les ai aussi conseillés dans ce monde-là, parce que c'est important pour les joueurs. Tu vois, c'est un autre aspect du coaching, de leur créer une communauté, de les faire se développer, que ce soit sur Twitter ou sur Twitch. C'est vrai que pour eux, c'est important parce que ils vont augmenter leurs efforts par rapport au retour qu'ils auront, tu vois. Et donc, c'est vrai que pour eux, c'est important d'avoir plus de, je sais pas, 3, 4, 10 000 abonnés. Et ça compte aussi dans le poids par rapport aux structures, notamment. Alors, pour le coup, pas pour AA, tu vois, qui ont accepté un projet avec des jeunes joueurs. Mais en ces 2 ans de coaching, j'ai connu des expériences où on n'avait pas de structure, où mon équipe cherchait, tout ça. Et là, c'est pas moi qui ai été démarché, mais quand tu as un maxi dans la balance qui a 100K abonnés, forcément, ça pèse. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de trouver des structures qui vont investir parce qu'ils ont plus de visibilité. Mais oui, c'est vrai que développer à l'heure actuelle une fanbase sur Call of Duty, c'est compliqué. C'est un travail quotidien, mais je pense que ça se fait doucement. Après, c'est sûr que tu gagnes pas 10 000 abonnés comme l'a fait Kingstar en 35 secondes parce que tu as tué Ninja, tu vois. Mais Ouais. c'est un autre monde. Après, je suis quasiment sûr que si mon équipe se qualifie au Code Champ, tu vois, ils vont tous gagner allez, entre 1000 et 5000 abonnés chacun. Et ça, forcément, ça leur mettra un bon coup de motivation pour la saison prochaine. Mais pour le coup, dans le reste de l'année, si t'es pas chez Vitality ou si t'es pas dans la friend zone de Gotaga, c'est compliqué de se faire de level up son Twitter. Ouais, de toute façon, comme tu disais, les réseaux sociaux, c'est l'intérêt pour un joueur, un réseau social. Moi, ce que je dis déjà, de le hyper, comme tu disais, mais Ouais. des personnes aussi, du genre, comme truc tout bête, quand tu cherches un scrim, je vois à l'heure actuelle, au niveau pro, beaucoup s'en plaignent, ils ont du mal à trouver des scrims d'équipes qui sont entre guillemets à leur niveau. Des personnes qui justement veulent se qualifier pour aller au code champ ou autre, ils ont du mal à les trouver. Et comme tu le disais, ça pourrait permettre justement quand tu level up comme tu nous le disais, d'avoir ces scrims, parce qu'on a l'impression qu'en France on est un peu boudé par, par le reste du monde.
Ouais, alors ça dépend des équipes, hein. Moi, je vais dire, nous personnellement, on n'a jamais eu de mal à trouver des scrims. Même si, bon, forcément, les périodes où, bah, par exemple, les autres vont en LAN ou qu'il y a la Pro League, ouais, c'est un petit peu plus compliqué. Mais il y a des équipes. Après, pour ce scrim entre purs français, oui, c'est sûr que quand t'as joué Bella et Supremacy, t'as vite fait le tour. Et même Monaco à l'époque, tu vois. Et quand t'as fait ces trois-là, t'as pas envie de les scrims tous les trois chaque soir, tu vois. Mais au-delà de ça, non, nous, on joue énormément d'espagnol, on joue beaucoup d'anglais, quelques allemands même. Et là, plus récemment, forcément, en ayant gagné les deux k, bah, t'as des demandes du dessus. En fait, le truc, c'est qu'il faut prouver, tu vois. Supremacy, au début de l'année, quand ils ont gagné un 2K, ils se plaignaient pas parce qu'ils avaient des demandes, Mm. tu vois. Là, quand t'es moins performant, bah, forcément, tu te plains un peu plus, mais je pense que t'as aussi ta part de responsabilité, tu vois. Nous, à l'heure actuelle, c'est plus nous qui allons chercher les scrims, c'est Red Reserve ou Splice qui viennent nous demander, tu vois. Donc, je pense que les résultats vont avec la demande. Et après, c'est sûr que tu vas me dire, ouais, mais pour faire des résultats, faut des bons trainings. Pas forcément. Il y en a qui arrivent très bien à progresser sans jouer contre les meilleures équipes du monde. Donc voilà, l'un va avec l'autre. Donc vous vous en plaignez pas hein, du côté de Non, chat. vraiment pas. Bon bah ça Voilà. va alors, c'est le principal. Est-ce que tu es inspiré, que ce soit pour un coach ou un caster? Pour un coach, non, parce qu'il n'y a pas de coach vraiment français sur Arsène Call of Duty qui m'aurait inspiré. Peut-être si j'avais eu l'occasion d'aller en LAN derrière mes joueurs, je me serais peut-être inspiré un peu de Broken parce qu'il l'a fait et que il avait cette rage de vaincre et donc ça aurait pu être une source d'inspiration. Ouais, mais pour le coup, on n'a plus l'occasion en tant que coach d'être derrière nos joueurs. En tant que caster, j'ai beaucoup regardé tous les casters français vraiment. Et autant dans le côté humour que je pouvais avoir en cast solo, ou même que j'ai encore de temps en temps avec Rivenzi notamment, ouais, un mec comme Zankyo m'a fait rigoler, donc forcément, des conneries qu'il a sorties, ça m'a inspiré. Ouais, un mec comme Zankyo, forcément. Après, en tant qu'analyste et en tant que casteur poussé, je vais dire que je prends pas exemple, mais je prends ce qu'il y a de bon chez mes coéquipiers. Tu vois, un Rivenzi qui s'exprime très bien. Je parle souvent avec lui de l'élocution. Tu vois, ça représente peut-être pas grand-chose pour les viewers, mais moi je lui ai demandé des petits exercices, de m'aider à mieux parler, tu vois, à mieux m'exprimer, à pas mettre de de a, tu vois. C'est des choses importantes. Et Aberka aussi sur son calme, tu vois, sur Ouais. son côté assez serein. Voilà, j'apprends de ça, j'apprends de mes deux coéquipiers. Après, pour le reste, pour la hype, je pense que je suis capable d'en mettre tout seul, sortir mes conneries. Ouais, j'aime bien le faire aussi tout seul. Donc, ouais, voilà. Mais si j'ai une source d'inspiration à garder, ce serait Zankyo pour le côté fun. Sinon, ayant regardé beaucoup de commentateurs de foot, voilà, je vais te dire des Eugène Sacomano, Ah, des la mecs base. comme ça m'a inspiré un La peu, base. mais voilà. Ok, ok. Bah en tout cas, on a pas mal appris en tout cas sur toi, Brizix. Juste quelques petits mots à rajouter pour terminer cette interview. Bah écoute, je pense que je suis peut-être pas le mec le plus célèbre ou le plus connu sur la zone KDFR, mais je pense que je suis le bon exemple du mec qui est parti de rien et que personne connaissait, qui jouait juste avec ses potes dans sa petite pièce chez soi et qui a finalement réussi à percer. Et j'en suis pas peu fier, à vrai dire. C'est pour moi une des grosses fiertés de ma vie. Et même si voilà, je suis pas le plus connu, mais j'ai fait beaucoup de choses que beaucoup rêveraient de faire. Et à vrai dire, bah, je pense que quand tu as de la motivation, que tu as du mérite et que tu te la donnes, bah, ça peut être donné à tout le monde, à vrai dire. Et moi, j'ai eu ma chance, je l'ai prise. J'ai jamais été sous le bureau, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, en tout cas, je pense que s'il y en a qui croient en eux et qui croient en ce qu'ils veulent faire, ils sont capables d'y arriver. Si moi j'ai réussi, tout le monde est capable d'y arriver. Bon, quand même, t'es pas mauvais bougre, hein, quand même. Non, mais c'est vrai. Bah, tu sais, j'ai pas non plus passé ma vie sur code et je me suis pas mis genre H24 à m'entraîner à cast ou à m'entraîner à coach. J'ai juste mis de la volonté et voilà, j'ai juste pris ma chance au bon moment. Et on a tous une chance à un moment donné qu'il faut savoir saisir, hein. Voilà, faut juste être patient des fois. Tu sais, moi, j'ai attendu longtemps en streamant dans ma petite pièce à avoir 5 viewers ou même à stream juste pour mes potes au début qui voulaient voir les jeux qu'ils avaient pas et que moi j'avais, tu vois. Mais au final, bah, c'est comme ça que j'ai réussi. Et c'est sûr que stream pendant des mois et des mois pour 5 mecs qui sont tout le temps les 5 mêmes et qui te disent ouais, ouais salut, je suis encore là ce soir. Bah, c'est sûr que c'est pas motivant, tu vois. Enfin, je pense que d'un avis extérieur, c'est pas motivant. Et j'en vois des petits jeunes qui streament de temps en temps et qui font même plus, hein, qui font des 50, 100 viewers, mais qui perdent trop vite la motivation parce que
parce qu'ils n'arrivent pas à 64 joueurs comme Gotha, tu vois. Je veux dire, il y a une étape pour tout et on n'est pas tous Gotaga, donc faut savoir faire avec ce qu'on te donne et c'est comme ça que tu arrives à évoluer. Voilà. Ah, C'est bon de le déjà, faire. il faut le faire par passion et C'est aimer ça. ce que tu fais. Parce que Exactement. le jour où, comme tu disais, ils se démotivent vite ou autre, c'est qu'ils aiment pas ce qu'ils font. Il faut vraiment faire ça par passion Exactement. et après pas penser à autre chose, à pas faire des millions et des millions de vues ou autre. Voilà, c'est donné qu'à certaines personnes. Et avant, au tout début, Gotha, il faut pas rêver qu'il faisait 64K à chaque stream. Non, C'était voilà, ouais. au début c'était Black Ops 1 si je dis pas de bêtises, même avant je crois MW Modern peut-être. Warfare, ouais, Ouais, ouais. Modern Warfare et même Black Ops 1 personnellement je l'avais vu, c'était pas non plus des folies quoi, mais Ouais, voilà, il était là, il était présent, il s'est donné à fond et des années après bah voilà, on voit où il en arrive. Merci à toi Brizix en tout cas d'avoir répondu à ces quelques questions. Si ouais, t'as un merci à petit toi. mot à quelques amis à passer, une petite dédicace, un petit coucou, un petit bisou. Bah écoute, je vais revenir toujours au même, mais une petite bise à mon pote The Tourist qui ça fait 7 ans que je suis dans le gaming et 7 ans que j'ai partagé tous mes moments avec lui, et donc voilà, petite dédicace à lui. En tout cas merci à toi Brizix et puis on se retrouvera une prochaine fois pour une toute nouvelle interview. Salut!